Génération Fan Club. Je vais quand même faire quelques présentations rapides. Alors, docteur en philosophie politique et épistémologie, travaille à la faculté de droit et de lettres de Toulon, directrice de l'université de temps libre de Toulon, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, co-dirigez la collection, comment c'est exactement ? Délégué Ferranda, aux éditions OME, et puis aussi le label ID aux éditions Ovadia, avec parmi vos ouvrages donc Leibniz et Hobbes, je ne sais pas si je vous bien, réflexion sur la justice et la souveraineté. Elle a également des ouvrages sur Tintin sur le Petit Prince et sur Winnie l'ourson. Et puis on a également la pensée en éclat. Je voudrais donc qu'on parle des Léviathans. J'ai bien tout précisé sur la présentation, j'ai oublié. Moi, ça va, le minimum suffit. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Enfin, l'essentiel est dit, j'enseigne effectivement la philosophie politique à l'université à Toulon. J'interviens en faculté de droit et je suis sur des différentes filières puisque j'initie à la philosophie du droit et les passerelles entre le droit et la philosophie, ce qui est absolument passionnant, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et ma spécialité, c'est que j'ai fait une thèse sur la philosophie politique, c'est aussi ce qui fait que j'ai écrit sur le Léviathan et sur Leibniz et Hobbes. Et puis j'interviens aussi en fac de lettres, et là c'est pour ça que j'ai travaillé sur Winnie l'ourson, parce qu'au départ c'était un texte en anglais, et j'ai passé 6 ans non seulement à traduire les 24 histoires, c'est-à-dire Winnie the Pooh and the Legends, et en même temps j'ai travaillé sur toute la symbolique, et comme je suis membre honorable de l'université de Pékin, j'ai travaillé sur le chinois, et il se trouve que Winnie the Pooh Pao, le morceau de bois brut en chinois, eh bien ça amène à la transposition de l'excursion heureuse de Chuang Tzu, avec tous les champs de conscience. Donc petit à petit, je m'amuse, ce qui n'est pas sérieux pour un universitaire, et donc je passe de la faculté de lettres et tous mes étudiants en anglais et en empirisme anglais à la faculté de droit, puis vous l'avez souligné avec mes seniors, avec l'université du temps libre. Bon, je m'amuse beaucoup. C'est une bonne... Oui, c'est une façon de vivre la philosophie, c'est bien. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur le Léviathan? Qu'est-ce qui vous intéressait? En fait, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de problèmes à l'heure actuelle avec la société dans laquelle nous nous projetons et dans laquelle nous vivons. Moi, j'ai un mal fou, peut-être que je suis une antisociale, peut-être que je ne suis pas quelqu'un de respectable, je n'en sais rien. Mais je me rends compte que les valeurs de la République sont souvent bafouées, je me rends compte qu'on a une difficulté à penser le politique, on voit que les gens désertent un peu les urnes, et les femmes aussi beaucoup, j'en appelle les femmes, parce que je me dis, finalement, nos grands-mères ont tellement bataillé pour pouvoir avoir des droits de vote qu'il faut absolument y aller, parce que se plaindre après coup c'est bien, mais il faut y aller, quoi. Et puis en même temps, je me suis dit, là j'ai la possibilité, en tout cas j'ai l'opportunité de travailler sur 2 auteurs. Leibniz, qui est, on va appeler ça un optimiste, qui considère qu'avec l'humanisme, l'homme est toujours perfectible, il peut s'améliorer, il peut faire plein de belles choses. Alors il propose un programme, bien sûr, avec un prince qui sera usufruitier, qui veut faire que la terre se bonifie, le peuple avec lui, etc. Et je me suis dit, bon, c'est magnifique, mais est-ce que c'est pas un petit peu utopique? Et puis d'un autre côté, Hobbes, le philosophe qui dit, l'homme, s'il n'a pas un peu peur, s'il n'est pas un peu dans une situation d'extrême, et si on le renvoie pas un peu dans ses retranchements, est-ce que si on lui met pas un peu de discipline et d'autorité, est-ce qu'il peut s'humaniser quand même? Et donc ces 2 ambiguïtés-là, enfin ces 2 conceptualisations-là, m'intéressaient parce qu'aujourd'hui on en est là. Est-ce que dans notre pays il faut de la discipline sans passer pour un facho? Excusez-moi le terme, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'il faut à un moment donné reparler de la notion d'état de nation? Moi je parle d'état de nation en 17e liste. Vous ne pouvez pas vous imaginer, la dernière conférence que j'ai faite, j'étais traitée de tout ce que vous voulez. Et je dis, mais vous avez rien compris, l'état de nation, un état, substare est ce qui tient debout, et la nation, c'est ce qui fédère l'état. Donc si le substare, c'est ce qui doit tenir debout pour qu'on ait des institutions politiques, eh bien il faut que d'un autre côté, il y ait quelque chose de plus attrayant, l'État-nation. Et comment on se retrouve sous l'État-nation? Un hymne national commun. Alors il y en a certains qui critiquent en ce moment l'hymne français en disant que la Marseillaise est un peu virulente. Mettez-vous à l'idée qu'il y a l'hymne italien, moi, qui me fait beaucoup sourire. On voit déjà les spaghettis, les pizzas qui arrivent, vous voyez. Un hymne représente une nation et un pays. Le fait qu'on ait une langue commune, moi ça ne me choque pas, ça me semble même logique. À une époque où l'État-nation a surgi, quand on était encore dans la langue d'oc et dans la langue d'oï, et en plus il y avait le latin pour les érudits. Donc il fallait bien qu'il y ait une langue commune pour que les gens se comprennent. C'est ça l'origine. Et puis le fait qu'on puisse vivre ensemble dans quelque chose qui fait qu'on se retrouve. C'est ça l'État-nation. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens veulent en dire aujourd'hui de manière complètement hallucinante, parce que les termes ils les connaissent plus, les mots ils les connaissent plus,
Le mot à la mode, c'est l'amalgame, mais ils font des amalgames et ils confondent tout. Et j'ai écrit pour ça, pour nuancer deux auteurs, pour expliquer que finalement, le monde dans lequel nous vivons a peut-être besoin d'une réflexion là-dessus. Parlez-nous des liens avec le Léviathan, parce que pour Hobbes, Léviathan égale État. Et oui. Je fais un raccourci. Hein. Oui, non, mais vous avez raison, vous faites des raccourcis, parce que c'est comme ça qu'on comprend la philosophie politique. Hobbes, c'est un philosophe qui se dit, voilà, on est au moment où il est dans sa pleine pensée, on est en 1588, il écrit sur le politique et il dit, voilà, je suis né et il dit ce petit ver qui était moi, pour expliquer qu'il était en fait l'enfant qui est né prématurément parce que sa mère avait peur qu'en Angleterre, l'invincible Armada envahisse en fait l'Angleterre. C'est vrai que les Espagnols à l'époque avaient une armée, en tout cas une navigation extraordinaire. Retranchons bien l'histoire, on est dans une période où il n'y a pas encore Louis XIV. Louis XIV arrive juste après ça, c'est-à-dire que là on est encore sur Richelieu, Mazarin. Louis XIV arrive et il crée ensuite la marine nationale, c'est-à-dire celle qui fait notre force, c'est-à-dire la marine au sens étatique du terme. Donc tout le monde a peur de l'invincible Armada, et ce petit ver qui était moi était né. Et Hobbes se dit, finalement, la société dans laquelle nous vivons est une société dans laquelle les hommes se perdent, il y a beaucoup d'utopies, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à mettre en place, et il imagine une fiction. Et il se dit, si on imagine une situation dans laquelle les hommes pourraient faire tout ce qu'ils veulent, parce que rien ne serait encore interdit, parce que la loi n'existerait pas, même pas la loi de Dieu, ni même la loi de Moïse, tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, si rien n'existe, tout est permis. Donc, si rien n'existe, tout est permis, vous avez un bon téléphone, il me plaît, le mien, je le trouve un peu ringard, je vous le vole. Alors si vous défendez, je vous cogne un peu, histoire de... Bon, quand même, voilà. Si j'y arrive pas et que j'ai quand même repéré un ou deux objets sur vous qui me plaisent bien, je trouve un ou deux copains ou une ou deux copines en disant, voilà, on va lui tomber dessus ce soir, quand il va rentrer chez lui, nous le suivrons, on va lui tomber à 3 dessus, pendant que toi tu le castagnes, moi je lui vole ce que je veux, etc. Mais comme le vol n'est pas interdit, lui, il ne peut même pas aller se plaindre. Et donc il dit, voilà, puisque rien n'est interdit, tout est autorisé, et par conséquent, eh bien les hommes sont livrés à eux-mêmes pour ce qu'ils veulent. Seulement, la chose qui est inquiétante, c'est que si moi je me fais voler un jour, vous vous doutez bien que le lendemain, je prends une arme blanche pour me défendre. Si je trouve que cette arme blanche n'est pas suffisante, je prends une arme à feu. Si je me rends compte que je suis un peu fébrile parce que je ne suis pas bien grande, etc., je me dis, je vais m'acoquiner avec 2-3 lascars un peu costauds, histoire d'avoir au moins 2 gaillards qui ont l'air un peu impressionnants à côté de moi. Et ainsi de suite, il y a une montée en puissance d'une violence quasiment illégitime, mais qui est là, qui n'est pas punissable parce que la loi n'existe pas encore, et il nous dit comme ça, et c'est extraordinaire, parce que quand on y pense, on se dit, voilà, les hommes sont égaux devant leur vice. On veut tous la gloire, la richesse et les belles choses. Et vous serez d'accord avec moi, je suis philosophe, mais proposez-moi du plaqué or ou de l'or, je sais où je vais. Hein. Parce que d'abord, je trouve que le plaqué or, la vache, ça s'en va, hein. Ça c'est fatigue, hein. Donc je préfère l'or. Voilà. Si je vous dis que vous avez droit à une belle femme ou une femme qui n'est pas très jolie, vous allez me dire, la photo, une belle femme. En plus, elle est intelligente des philosophes, je dirais, alors, le gros lot, les packages. Voilà. Donc, on est dans une situation où, effectivement, il n'y a pas assez de richesse, il n'y a pas assez de belles choses par rapport au nombre d'individus que nous sommes, et nécessairement, ça amène une sorte de délitement comme ça de la relation sociale. Et il dit, petit à petit, imaginons que nous étions un village, toutes les chaises étaient pleines, nous étions tous là, et petit à petit, à force de tomber les uns sur les autres, de s'entretuer, de piquer les choses aux uns aux autres, y compris à un moment donné, on a le droit sur leur vie, sur leur corps, viol et torture, mais ensuite il dit, comme c'est pas condamnable, on peut faire ce qu'on veut, jusqu'à la mort. Donc imaginons que nous étions un village qui existait tranquillement et sereinement, et toutes les places qui sont vides, ça seraient des gens qu'on aurait déjà exécutés. Si on regarde, finalement, du coup, ça fait presque du 50-50, et on se dit, oulala, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on continue à s'entretuer? Le prochain, c'est peut-être moi. Parce que même si on s'est associé, à un moment donné, il y a une sorte d'équilibre des forces dans la violence. Et on se dit, oh là là, il faut réduire ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vouloir s'associer pour passer une sorte d'association. Et l'association, c'est ça. Je me présente devant vous et je dis, je m'engage devant cet homme ou cette assemblée. Cet homme, c'est le roi, ou cette assemblée, c'est vous. Parce qu'il est moderne, c'est les Anglais. Donc l'assemblée, ça peut être une assemblée, entre guillemets, nationale. Comme en l'Ouest, comme on dit en anglais, ou alors tout simplement une sorte de cité-État. Donc je viens et je dis, je m'engage devant cet homme ou cette assemblée à ne plus user de mon droit. Mon droit, ça veut dire ma violence ou ma force. À la condition que tu en fasses autant. Et bien d'accord que si moi j'arrive ici toute naïve en disant, ok, moi je pousse comme les enfants, on se bat plus, je t'ai promis, je suis plus violente. Mais que vous continuez à l'être, ma survie, elle ne va pas durer longtemps. J'ai peu de temps pour moi.
Par contre, si je m'engage à ça, et que vous en faites autant, parce que c'est ça l'idée, eh bien au bout d'un moment, on est tout un ensemble d'individus pacifiés. Mais pacifiés, pas parce que quelqu'un nous a dit « tu ne dois pas te battre, tu ne dois pas, etc. » Non, parce que nous avons compris que si nous continuons, tôt ou tard, à un moment donné, nous allons y passer. Et cette peur qui nous prend au ventre, on appelle ça une ratiocination absurde, nous amène à l'idée qu'il faut, par quelque chose d'absurde, c'est-à-dire la peur au ventre, devenir raisonnable. Ratiocination absurde. Et là, il dit, en créant tout ça, ben, c'est comme si on obéissait à quelqu'un alors qu'il n'y a personne. Et quand on va obéir à ce quelqu'un qui est une entité, ça va donner le Léviathan. Le Léviathan, pour lui, c'est le monstre biblique, c'est le monstre marin, c'est le crocodile, en gros. Et il dit, si à la tête, on va considérer une souveraineté, le peuple qui va constituer le corps, c'est comme les écailles de ce crocodile, ce monstre marin. Donc, imaginez, on avait peur les uns des autres, on avait peur pour notre vie. Pas des autres, on s'en fout des autres, on est pour soi. Et on se dit, oh là là, je risque ma vie, je risque ma peau. Donc on renonce à user de sa violence. C'est comme si on obéissait à quelqu'un, mais en réalité on n'obéit à personne, on n'obéit qu'à soi-même. Et au terme de ça, comme tout le monde a fait la même chose, ben c'est comme si on était agglomérés comme les écailles d'un crocodile, et il ne nous reste plus qu'à nommer un souverain qui va diriger tout ça. Le Léviathan, c'est cette puissance-là. Est-ce que c'est pas une vision optimiste? Alors, optimiste, je n'irai pas jusque-là. Quelque part, il dit, si les hommes n'y arrivent pas par eux-mêmes, il va falloir à un moment donné leur mettre quelques coups de pied au derrière. Mais ils se les mettent eux-mêmes parce qu'ils ont peur. En même temps, on se dit, est-ce qu'une fois que ça sera fait, est-ce que ça va être pour autant une volonté ou est-ce que ça va être possible de se rendre perfectible? Et c'est là que je critique les philosophes du contrat. Alors je le fais avec beaucoup de, comment dire, de raison et de nuances. C'est-à-dire que je dis souvent que les hommes se perfectionnent ou ils sont capables de le faire quand ils ont un intérêt à le faire. Or aujourd'hui, on comprend que dans l'État tel qu'on le conçoit, avec la laïcité, avec l'ouverture vers un monde, avec l'idée qu'on doit être dans une certaine façon raisonnable, c'est difficile de concevoir que, parce qu'on passe un simple contrat, d'un coup on devient raisonnable. Pour moi, l'homme, s'il est perfectible, c'est pas par rapport à ça. Et d'autant plus que si on est raisonnable que le temps où on a encore le souvenir de sa peur. Imaginons, on a passé le contrat, on a donc notre Léviathan, tout est en place. Tout est en place, mais c'est tellement bien en place que finalement, au bout d'un moment, on fait travailler les industries, le commerce, les arts, tout va bien. Mais on en oublie un peu à un moment donné notre parole parce que c'est tellement confortable que finalement, on va recommencer à vouloir convoiter ce qu'a l'autre.